Ma fiancée a laissé notre fils de 3 ans seul à la maison et a disparu parce que ma sœur l'a encouragé à fuir, mais 2 ans plus tard, elle est revenue, et je lui ai dit qu'elle ne reverrait jamais notre fils. Elle pensait pouvoir revenir comme si de rien n'était. Elle s'est trompée. Parce que cette fois, c'est moi qui ai décidé comment cette histoire allait se terminer. Il y a 2 ans, je suis rentré chez moi après un quart de travail de 10 heures, et j'ai trouvé ma vie en miettes. Ma fiancée, avec qui j'étais depuis 5 ans, avait tout simplement disparu. Elle était partie avec toutes ses affaires, passeport, appareils photo, journaux intimes, même quelques meubles. Mais le pire, c'est ce qu'elle avait laissé derrière elle, notre fils de seulement 3 ans. Il était là, au milieu du salon désormais vide, tenant son petit camion jouet. La seule chose qui m'est passée par la tête, c'est un cambriolage. Mais ce n'en était pas un. C'était encore pire. Je l'ai appelé, je suis tombé directement sur sa messagerie. Et pas une seule fois, plusieurs. Je lui ai envoyé des messages, j'ai supplié, je suis allé chez sa sœur, rien. Cette nuit-là, je n'ai presque pas fermé l'œil. Notre fils n'arrêtait pas de demander « Où est maman ?» Je lui ai dit qu'elle était partie acheter quelque chose et qu'elle reviendrait bientôt. Je lui ai menti pour le protéger, parce que moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait. Le lendemain matin, j'ai commencé à appeler les hôpitaux, la police, son travail, des amis. Jusqu'à ce que, le soir suivant, sa mère m'appelle en pleurs pour dire qu'elle avait eu des nouvelles de ma fiancée, qu'elle allait bien, mais qu'elle avait besoin de temps. C'est tout ce qu'elle a dit. Je lui ai rappelé que sa fille avait laissé son propre enfant seul à la maison, que ce n'était pas une réponse acceptable. Je lui ai demandé si elle allait revenir. Silence. Je lui ai demandé si elle était en sécurité. La seule chose que j'ai entendue, c'était « Elle va bien ». Puis, elle a raccroché. J'ai tout essayé. Je l'appelais tous les jours. Je lui envoyais des messages sur tous ses réseaux sociaux. J'ai supplié sa sœur de lui montrer au moins une vidéo de notre fils l'appelant. Rien. Finalement, elle m'a bloqué partout. J'ai même conduit 3 heures jusqu'à la maison de sa mère, mais personne n'a ouvert. Je me suis retrouvé seul avec un petit garçon, un travail à temps plein, et un appartement qui ressemblait à une scène de crime. Mais je ne pouvais pas m'effondrer. Mon fils avait besoin de manger, d'aller à la crèche, qu'on lui lise une histoire avant de dormir. Alors c'est ce que j'ai fait. C'était un énorme sacrifice, mais je l'ai fait pour lui. J'ai demandé de l'aide où je pouvais. Mes parents ont été mon salut, ma mère s'occupait de lui pendant que je faisais des heures supplémentaires, et mon père allait le chercher à la crèche. Ma sœur, malgré son emploi du temps chargé, aidait comme elle pouvait. Chaque fois que mon fils demandait où était sa mère, j'avais envie de dire la vérité, qu'elle nous avait abandonnés sans aucune explication. Mais je ne le faisais pas. Je disais juste, maman ne peut pas être ici pour le moment. Et chaque fois que je répétais cette phrase, j'avais l'impression d'essayer de m'en convaincre moi-même. Nous avons déménagé dans un appartement plus petit. J'ai rangé toutes ses photos, effacé toute trace d'elle, reconstruit notre vie. J'ai demandé la garde exclusive pour cause d'abandon. Et comme elle avait totalement disparu, sans faire le moindre effort pour contacter son fils pendant plus d'1 an, le tribunal m'a accordé la garde totale. Et puis, il y a 2 semaines, elle a eu le culot d'apparaître, à mon travail. Elle a attendu que je sois en pause, et elle est simplement apparue. Elle était méconnaissable, nouvelle coupe de cheveux, nouveaux vêtements, nouvelle attitude, on aurait dit qu'elle sortait d'un profil d'influenceuse. J'étais paralysé. À ce moment-là, je pensais juste à ce que j'allais manger à midi, pas à revoir la femme qui avait détruit notre famille. Je me suis retourné et je suis rentré dans le magasin. Elle m'a suivi jusqu'à l'arrière-boutique. J'aurais dû lui dire de partir. J'aurais dû appeler la sécurité. Mais une partie de moi voulait entendre l'explication qu'elle avait préparée. Je pensais qu'après 2 ans, j'y avais au moins droit. Elle a dit qu'elle voulait parler. Qu'elle avait fait une thérapie, qu'elle avait entamé un processus de guérison. Mais la raison qu'elle a donnée pour avoir disparu était « j'ai eu peur ». Elle a dit qu'elle se sentait piégée, que son identité s'effaçait, qu'elle n'arrivait plus à respirer. Que l'idée d'être mère et épouse pour le reste de sa vie la faisait se sentir comme si elle mourait de l'intérieur. Qu'elle avait eu des crises émotionnelles, des attaques de panique seule. Et là est venu le vrai choc. Avant de partir, elle a révélé qu'elle avait eu une longue conversation avec ma sœur. La même sœur à qui j'avais confié la vie de mon fils.
Et selon elle, c'est ma sœur qui l'a encouragé à fuir. Elle a dit que ma sœur lui avait dit quelque chose comme « Tu es trop jeune pour rester coincé comme ça. Il est encore temps de recommencer. Les gens tombent amoureux et se désaiment tout le temps. Ne reste pas prisonnière de ça avant qu'il ne soit trop tard. » Après avoir entendu ça, je me suis retourné et je suis parti. Elle a essayé de m'appeler, mais je ne me suis même pas retourné. Je suis allé directement voir le gérant du magasin et je lui ai demandé de ne plus jamais la laisser entrer. Jamais. Cette nuit-là, j'ai tout raconté à mes parents. Mon père a failli défoncer un mur de rage, et ma mère s'est effondrée en larmes. Elle appelait souvent ma sœur, ma deuxième fille. Elle la traitait comme un membre de la famille. Mais ça, c'est fini. Mon père m'a dit que si elle s'approche un jour de notre fils, il appellera la police. Ma mère était d'accord. Je n'ai pas encore confronté ma sœur. Je veux le faire, mais d'abord, je dois me calmer. Je ne sais pas ce qui est vrai. Je n'ai pas envie de croire qu'elle aurait encouragé quelqu'un à abandonner son propre enfant. Peut-être que c'est un mensonge de mon ex, mais je ne peux pas non plus simplement l'ignorer. Quant à mon ex, elle n'a pas arrêté de m'envoyer des messages depuis ce jour-là, des pages et des pages où elle dit vouloir reconstruire notre relation. Elle essaie de s'appuyer sur l'excuse que notre fils a besoin d'une mère, alors qu'avant, elle ne semblait pas du tout préoccupée par ça quand elle est partie en le laissant derrière. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'elle dit, c'est « moi », sans même une excuse. Mais il y a quelque chose qu'elle ne semble pas comprendre, elle a fait un choix, et moi aussi, j'ai fait le mien. Contrairement à elle, quand les choses sont devenues difficiles, j'ai choisi de rester. J'ai choisi d'être père. J'ai choisi de me battre chaque jour pour ce petit garçon. Et maintenant elle croit qu'elle peut simplement frapper à ma porte et que je vais la laisser revenir, comme si c'était son droit. Ce ne l'est pas. Elle ne fera plus jamais partie de notre famille. Pas après ce qu'elle a fait. Et si elle pense que je vais lui céder, même une toute petite part de la garde, sans me battre, elle est sur le point d'avoir une très mauvaise surprise. Je ne sais pas ce qu'elle espérait avec tout ça. Que je lui dise, quel bonheur que tu sois revenu, et que je lui embrasse les pieds. Ce qu'elle a fait suffirait déjà pour déposer une plainte officielle. Je n'ai pas de preuve qu'elle a abandonné notre fils seul à la maison, mais cela pourrait changer, selon la manière dont je répondrai à ses messages. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais d'abord me calmer et voir comment les choses évoluent. Mise à jour 1. Beaucoup de gens m'ont dit de ne même pas lui prêter attention et c'est exactement ce que je fais maintenant. D'autres m'ont conseillé d'engager un avocat immédiatement, ce que j'ai déjà fait. Certains ont demandé plus de détails sur mon histoire, alors voilà. J'ai confronté ma sœur le matin suivant la publication. Je ne l'ai pas prévenue, je n'ai pas envoyé de message. J'ai juste frappé à sa porte pendant que mon fils était à la crèche. Je suis allé droit au but. Tu as dit à mon ex de me quitter? Elle a fait d'une tête confuse. De quoi tu parles? Je l'ai fixée jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. C'est là que les fissures ont commencé à apparaître. Elle m'a invité à entrer, en essayant de faire comme si de rien n'était. Finalement, elle a admis qu'elle avait eu une conversation avec mon ex quelques semaines avant qu'elle parte. Elles échangeaient des messages sur la vie, la pression d'être parent, le stress du couple. Ma sœur a dit que ce n'était qu'une discussion entre filles. Mais elle a lâché ça. Je lui ai dit que, si c'était moi, je serais probablement parti avant même de me marier. Entendre ça à voix haute m'a donné envie de casser sa table basse. Je lui ai demandé si elle savait que mon ex prévoyait de partir. Elle a répondu que non. Je lui ai demandé si elle avait au moins réfléchi à l'impact que pouvait avoir ce genre de phrase sur quelqu'un déjà au bord de tout abandonner. Elle s'est défendue en disant qu'elle ne pensait pas que ça irait aussi loin, qu'elle avait juste été honnête, que mon ex avait déjà cette idée en tête et cherchait juste une excuse. Ma sœur insiste sur le fait qu'elle ne lui a pas dit d'abandonner notre fils, mais pour moi, il n'y a aucune excuse. C'est comme si elle m'avait planté le plus grand couteau possible dans le dos. Elle m'a laissé souffrir pendant 2 ans sans dire un mot sur cette conversation. Et elle a osé justifier ça en disant que, après le départ de mon ex, elle ne pensait pas que ça changerait quoi que ce soit et qu'elle ne voulait pas jeter de l'huile sur le feu. Je lui ai dit que je ne voulais pas la voir pendant un bon moment. Pas par rancune, mais parce que j'étais bien trop en colère contre sa stupidité d'avoir caché ça. Elle s'est excusée, elle a pleuré, et je suis simplement parti, sans la consoler. Cette partie va peut-être faire penser à certains que je suis froid,
mais je vais être clair. Je ne lui pardonne pas. Et maintenant, la deuxième partie de la mise à jour. Hier après-midi, mon ex s'est présenté chez moi. Mon fils était à la maison, en train de dormir, Dieu merci. J'ai ouvert juste assez la porte pour bloquer sa vue vers l'intérieur. Elle m'a regardé dans les yeux et a essayé d'entrer, comme si c'était son droit. J'ai mis le pied dans la porte et j'ai dit « Ne fais pas ça ». Elle s'est arrêtée et a commencé un spectacle émotionnel, disant qu'elle voulait juste voir notre fils, qu'il lui manquait, qu'elle n'arrêtait pas de penser à nous. Je suis resté impassible et j'ai dit qu'elle n'avait aucun droit de venir comme ça. Elle a dit qu'elle n'avait plus personne, qu'elle était en thérapie, qu'elle avait un emploi stable et qu'elle voulait reconstruire notre relation. Je lui ai demandé « Où était toute cette volonté il y a 2 ans ?» Elle a baissé la tête et m'a dit qu'elle se sentait tellement coupable qu'elle pensait ne plus mériter d'être mère. Qu'elle se sentait minuscule, coupable, honteuse en me voyant élever notre fils seul. Je suis d'accord. Mais la culpabilité ne répare rien. La culpabilité ne nourrit pas un enfant. La culpabilité ne serre pas dans ses bras quand il se réveille effrayé au milieu de la nuit. La culpabilité ne l'emmène pas à l'hôpital quand il a de la fièvre. Moi, j'ai fait tout ça. Seule. Elle n'a même pas envoyé une carte. Et maintenant, elle veut une garde partagée? Soyons clairs, il n'en est pas question. Je lui ai dit que nous n'aurions plus de conversation personnelle. Si elle veut demander quelque chose, qu'elle passe par la justice. Elle a pleuré encore plus, m'a demandé comment je pouvais être aussi froid. J'ai répondu. Voilà ce qui arrive quand on abandonne son enfant et qu'on disparaît pendant 2 ans. Les actions ont des conséquences. On ne peut pas revenir comme si de rien n'était. J'ai refermé la porte sur elle. Avant de la fermer complètement, je l'ai prévenue, si elle retente d'entrer ou de revenir, j'appelle la police. Oui, c'était une menace creuse, mais je ne voulais pas qu'elle fasse du bruit et réveille mon fils. Ce matin, j'ai appelé mon avocat. Il était serein, même plus optimiste que moi. Il m'a dit que j'ai un dossier très solide si elle essaie de porter ça devant un tribunal. Un abandon de plus de 730 jours, c'est irréfutable. Même si elle lance une procédure, il est très probable que le tribunal me donne raison, à moins qu'elle ne prouve un effort constant, un vrai changement et une stabilité, ce qu'elle n'a clairement pas fait. Il m'a conseillé d'arrêter de répondre directement, de tout documenter, messages, appels, visites, et de garder toute communication dans un cadre légal. Si ça doit aller dans ce sens, je suivrai ce conseil. Et puis une autre surprise. Ma mère m'a raconté que mon ex n'est pas venu directement me voir, elle l'a contacté en premier. Il y a environ 2 semaines, elle lui a demandé si ce serait une bonne idée de faire une surprise et d'essayer de réunir la famille. Elle a même demandé si je sortais avec quelqu'un, comme si on était dans un film romantique où elle pouvait juste réapparaître et tout redevenait comme avant. Ma mère l'a rejeté tout de suite. Elle lui a dit qu'elle n'était pas la bienvenue, que j'avais tourné la page et que j'allais beaucoup mieux sans elle. Elle lui a aussi dit qu'elle avait été irresponsable et qu'elle avait brisé le cœur de son petit-fils. C'est seulement après ça que mon ex est venu frapper chez moi. Alors je vais dire une chose. Je ne crois pas un seul mot qui sort de sa bouche. Elle pensait que le temps s'était arrêté. Que je serais là à l'attendre. Mais ce n'est pas le cas. Mise à jour 2. Eh bien, elle a déposé une demande de visite. Il y a 2 jours, un huissier est venu frapper à ma porte pendant que je préparais mon fils pour la crèche. J'ai ouvert, et tout de suite, j'ai compris que ce n'était pas un colis. Il m'a remis une enveloppe en disant « Vous avez été notifié ». Je m'y attendais un peu, surtout après qu'elle ait débarqué chez moi en pleurant pour voir notre fils. Elle réclame des droits parentaux sur un enfant qu'elle a abandonné pendant plus de 2 ans. Elle demande des visites supervisées pour commencer, ce qui, en théorie, pourrait sembler raisonnable à quelqu'un qui ne connaît pas toute l'histoire. Mais dans sa requête, elle a inclus une sorte de plaidoyer dramatique sur sa lutte contre la dépression postpartum, comment elle s'est sentie perdue, et comment elle serait partie uniquement pour des raisons de santé mentale, pas parce qu'elle voulait abandonner son enfant. Rien de tout cela n'est vrai. Premièrement, elle est partie quand notre fils avait 3 ans, ce n'était plus un nourrisson. Deuxièmement, il n'y a eu ni hospitalisation, ni diagnostic, ni demande d'aide, ni contact avec mes parents, ni message à des amis, même pas une recherche d'aide sur Internet. Elle est simplement partie, a disparu, et nous a ignorés, notre fils et moi. J'ai immédiatement appelé mon avocat et lui ai tout envoyé, les papiers,
la lettre de présentation, des captures d'écran des messages ou de leur absence, ses publications sur Facebook, tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle m'a débloqué. Il est confiant. Selon lui, c'est clairement un cas d'abandon. Il m'a expliqué que dans notre état, 2 ans sans aucun contact constitue automatiquement un abandon parental, surtout en l'absence de pension alimentaire, de procédures judiciaires, ou de circonstances atténuantes comme une hospitalisation ou un emprisonnement. Elle ne peut pas revenir dans la vie d'un enfant simplement parce qu'elle a maintenant décidé de redevenir mère. Et là, ça devient encore plus tordu, elle ne fait pas ça seule. Mon avocat a mentionné un autre nom dans les documents juridiques, celui de son fiancé. Apparemment, c'est lui qui finance toute cette affaire. Et pas seulement avec de l'argent, il travaille dans un cabinet spécialisé en droit de la famille. Oui, le même type avec qui elle s'est fiancée l'année dernière, qui travaille précisément dans ce domaine. Maintenant, je comprends pourquoi elle me demandait si j'étais en couple ou ce que je ressentais encore pour elle, alors qu'elle était déjà fiancée à un autre. De la manipulation, pure et simple. Et pire encore, ce gars a eu l'audace de m'envoyer un long message condescendant sur Facebook, que j'ai immédiatement supprimé avant de le bloquer, dans lequel il disait respecter mon rôle de père, mais pensait que ma rancune obscurcissait mon jugement. Il disait que mon ex méritait une seconde chance et que notre fils avait le droit de connaître sa mère biologique. Eh bien, mon fils a le droit d'être en sécurité, heureux, aimé et surtout, de ne pas être abandonné. C'est ça, son droit. Et ça n'inclut pas de devenir le jouet émotionnel d'une femme qu'il a larguée et veut maintenant récupérer, une vie perdue parce que son nouveau fiancé lui a dit de se battre pour ce qui est à elle. Je n'ai pas répondu, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent, me provoquer. Ils espèrent que je vais exploser, laisser des traces qu'ils pourront utiliser devant le juge pour me faire passer pour quelqu'un d'instable. Je ne tomberai pas dans ce piège. Nous faisons tout dans les règles, aucun contact direct, tout est documenté. Mon avocat prépare un dossier complet, historique des messages, chronologie des absences, témoignages, tout. Mes parents sont prêts à témoigner. Même sa propre mère, la même qui m'a appelé en larmes il y a 2 ans, m'a envoyé un message privé pour s'excuser de ce que sa fille me fait subir. Elle m'a dit qu'elle ne soutenait pas cette bataille judiciaire, mais qu'elle ne pouvait pas le dire publiquement pour des raisons familiales. C'est déjà ça. Et puis il y a ma sœur. Elle a envoyé un message à mon ex pour s'excuser. Elle lui a dit qu'elle n'avait jamais voulu l'influencer à faire quelque chose de mal, qu'elle voulait juste l'écouter se confier, et qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elle partirait pour toujours. Mais elle est allée plus loin, elle a dit qu'elle admirait le courage de mon ex de revenir et de vouloir renouer avec son fils. Elle se reparle. Je l'ai découvert grâce à des captures d'écran publiques obtenues par mon avocat, like, commentaires, petits cœurs sous les photos. C'est la même sœur qui m'a aidé à emballer les affaires de mon ex quand j'ai finalement accepté qu'elle ne reviendrait pas. La même qui a gardé mon fils quand je bossais de nuit, qui était à mes côtés quand j'ai dû lui expliquer que maman ne reviendrait pas à la maison. Et maintenant, elle appelle cette femme courageuse? Je l'ai appelée et je lui ai dit exactement ce que je pensais. Qu'elle n'avait pas à pardonner quelqu'un qui a abandonné un enfant qui n'est même pas le sien, qu'elle n'avait aucun droit de jouer les médiatrices alors qu'elle n'a jamais eu à recoller les morceaux. Elle a tenté de retourner la situation en disant qu'elle pensait à l'avenir, à comment cela pourrait affecter mon fils si je l'empêchais de voir sa mère. Laissez-moi être très clair. Mon fils s'épanouit. Il ne parle pas d'elle. Il n'a pas de trou de mémoire, pas de cauchemar, pas de trouble du comportement. Vous savez ce qui nuit vraiment à un enfant? L'instabilité, l'abandon, et le retour soudain de personnes qui ne méritent plus sa confiance. Et je ne laisserai pas cela se produire parce que des adultes veulent soulager leur propre conscience. Ce n'est pas de l'amertume, ce sont des limites. Et la différence est cruciale. La semaine prochaine, nous aurons notre première séance de médiation. Mon avocat m'a prévenu, attendez-vous à ce qu'elle arrive avec tout son discours de « pauvre victime », probablement des photos, peut-être des lettres, sûrement une version du type « j'étais brisé, mais maintenant je suis guéri ». Tout ça, c'est de la stratégie. Elle veut donner l'apparence d'un effort, mais nous avons les faits. Un juge ne se laissera pas émouvoir par des publications Facebook mensongères ni par une soi-disant culpabilité. Ce qui compte, ce sont les actes. Et des actes, elle n'en a eu aucun, pendant plus de 700 jours. Mise à jour 3. Aujourd'hui, c'était le jour au tribunal, ou plutôt, la journée de médiation. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot « médiation », comme si c'était une réunion calme et collaborative autour d'un petit café. Elle est arrivée en avance,
bien plus tôt que prévu, et a fait une scène dès qu'elle a mis les pieds dans le bâtiment. Elle portait une robe blanche de la tête aux pieds, comme si elle était un ange, alors qu'en réalité, c'est le plus grand démon que j'ai rencontré de ma vie. Chaussures blanches, ongles faits, cheveux bouclés, une girafe en peluche dans une main et une pile de photos dans l'autre. Un employé lui a dit que la médiation n'avait pas encore commencé, et elle a répondu. Ce n'est pas grave, je veux juste qu'il voie que je ne suis pas là pour me battre. Mon avocat s'est penché vers moi et a chuchoté qu'elle jouait déjà la carte de la pitié. Elle a fait les 100 pas dans la salle d'attente en parlant à son fiancé, comme s'il répétait un scénario. Je ne lui ai pas adressé un mot. Je suis resté assis en silence à côté de mon avocat, relisant le dossier qu'on avait préparé, 2 années de calendrier, journaux d'appel, captures d'écran de messages, photos de toutes les étapes importantes dans la vie de mon fils, tous ces moments qu'elle a manqués. Tout était classé, daté, imprimé, relié. Quand on nous a appelés, elle m'a souri comme si on était de vieux amis qui se retrouvaient après un simple malentendu. Je n'ai pas rendu le sourire. Elle a essayé de me tendre la peluche, mais mon avocat s'est interposé et a dit. Aucun contact direct. Le médiateur était neutre, mais clairement expérimenté. Il a commencé par rappeler la procédure standard, un résumé du litige et l'état actuel de la garde. Puis il a demandé si l'une des parties souhaitait dire quelque chose avant de passer aux faits. Elle s'est empressée de parler. Elle a dit qu'elle voulait commencer par s'excuser, qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. Elle a enchaîné avec un long discours bien préparé sur une crise de panique. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais cessé de penser à notre fils et qu'elle avait honte. Et là, les mensonges ont commencé. Elle a affirmé qu'elle avait regretté sa décision dès le lendemain. Sérieusement ? Regretter le lendemain et pourtant disparu pendant 2 ans ? Non seulement elle ment, mais en plus, on dirait qu'elle prend plaisir à le faire. Elle est comme un de ces arroseurs de pelouse, sauf qu'au lieu de répandre de l'eau, elle répand de la merde pour tout contaminer. Le médiateur a posé la question clairement. Avez-vous essayé de contacter l'enfant ou le père pendant tout ce temps ? Elle a hésité. Puis elle a dit qu'elle pensait ne pas en avoir le droit, qu'elle savait qu'elle serait rejetée et qu'elle voulait attendre d'avoir quelque chose à offrir. Mon avocat lui a demandé si elle avait contacté un tribunal, un thérapeute ou un service juridique pendant ce temps. Elle a dit non. Il a demandé si elle avait envoyé une carte d'anniversaire, un email, une lettre quelconque. Elle a reconnu que non. Il a demandé si elle m'avait bloqué. Elle a dit oui, mais seulement parce que je ne supportais pas de voir ce que j'avais abandonné. Il a hoché la tête et a dit. Donc vous avez disparu de la vie de votre fils par culpabilité. Elle a répondu. Je ne voulais pas disparaître. Je ne savais juste pas comment revenir. Merde. Si tu ne sais pas comment revenir, tu achètes une boussole. Je sais bien que sa boussole morale est perdue depuis longtemps, mais là, c'était du baratin pur. Puis ce fut mon tour. J'ai dit que je n'étais pas contre les gens qui veulent se reconstruire, mais que ça ne leur donne pas le droit de réintégrer la vie d'un enfant comme si de rien n'était. J'ai expliqué que mon fils est heureux, qu'il s'épanouit, qu'il est stable, entouré de personnes qui ont toujours été là pour lui, des gens qui ne se sont pas effondrés quand les choses sont devenues difficiles. J'ai raconté comment elle était partie en le laissant seul pendant des heures, sans jamais se retourner. Et maintenant qu'il a une vraie stabilité, elle veut revenir et faire de sa propre histoire un récit de rédemption ? Désolé, mais la vie d'un enfant n'est pas un décor pour votre évolution personnelle. Nous avons présenté toute la documentation. Nous avons même joint une lettre de son pédiatre attestant du suivi régulier, du bon développement de mon fils, et qu'aucun autre responsable n'a jamais été enregistré. Il n'y a aucun doute sur qui a été le vrai parent ici. Puis est venue la petite surprise de son fiancé. Il a tenté d'intervenir, disant qu'il voulait préciser qu'il l'avait encouragée à faire ce qui est juste, qu'elle allait mieux maintenant et qu'elle voulait seulement se reconnecter de manière saine. Il a ajouté que la demande de visite supervisée était un signe d'humilité, pas de manipulation. Et enfin, qu'il voulait être témoin de son bon caractère, pour prouver qu'elle pouvait être une bonne mère. Mon avocat l'a immédiatement interrompu. Vous n'êtes pas parti à cette procédure et vous n'avez pas les qualifications nécessaires pour intervenir en tant qu'avocat. Vous pouvez soumettre des déclarations écrites, mais pas prendre la parole. Et voilà comment il est redevenu un simple assistant juridique, pas le chevalier blanc qu'il pensait être. Nous avons terminé la séance avec pour instruction d'éviter tout contact jusqu'à la prochaine médiation, le temps qu'une enquête approfondie soit menée. Mais voici ce que j'en retiens. En sortant, je l'ai vu bouleversé,
agité comme jamais je ne l'avais vu. Toute sa confiance s'était évaporée. Je pense qu'elle s'attendait à autre chose. Comme si elle allait pleurer, me tendre la peluche, et que tout le monde applaudirait son évolution personnelle. Peut-être que je n'ai pas été clair avant, alors je vais l'être maintenant, je ne vais pas céder. Je ne suis pas amer, je ne suis même plus en colère. Je suis fini d'être manipulé, culpabilisé ou émotionnellement piégé. Elle ne peut pas juste revenir et s'attendre à ce que le titre de « maman » l'attende simplement parce que ça lui manque. Être parent, ce n'est pas un rôle qu'on sort d'un tiroir quand on se sent prêt. Moi, je n'étais pas prêt, mais j'ai dû être tous les rôles pour mon fils. Mon fils ne sait toujours rien de tout ça et il ne saura rien tant qu'une décision définitive ne sera pas prise. Je protège sa paix avant tout. Il a une vie remplie d'amour, de structure et de gens qui sont là pour lui. Et je ne laisserai personne menacer cela, pas même la femme qui lui a donné la vie. Une nouvelle séance est prévue dans 2 semaines, et nous nous y préparons déjà. Mise à jour 4. Avant de commencer, certaines personnes m'ont demandé si j'étais sûr d'être le père de mon fils et si je devais faire un test ADN. Merci pour le conseil, mais c'est déjà fait. J'ai fait le test quelques mois après qu'elle nous ait abandonnés, et c'est confirmé. Quoi qu'il en soit, j'apprécie quand les gens essaient d'aider et donnent leur avis. Je ne m'attendais pas à ce que la majorité soit de mon côté dans cette histoire, mais c'est rassurant de voir que je ne suis pas seul. Ce matin, nous avons enfin reçu la décision du tribunal. Après tout cet abandon, ces mensonges, cette réapparition soudaine et ce récit bidon de « transformation », c'est enfin terminé. Sa demande de visite a été complètement rejetée. Même pas de visite surveillée. Le juge a statué que je conserve la garde légale et physique exclusive de notre fils. Il a insisté à plusieurs reprises sur le terme « abandon odieux ». Il a dit que sa tentative de revenir dans la vie de notre fils, après 2 ans de silence total, relevait davantage d'un sentiment de culpabilité, d'une tentative de redorer son image, et d'un besoin de contrôle, que d'un véritable instinct maternel. Le tribunal n'a pas cru à son numéro. Après avoir analysé les preuves que nous avons fournies, l'absence totale de contact, pas de carte d'anniversaire, aucune démarche judiciaire, une réapparition étrangement synchronisée avec des fiançailles et une nouvelle stratégie légale, la situation était limpide. Elle a éclaté en sanglots à l'audience. Elle s'est caché le visage comme si elle était agressée, comme si elle était la victime. Mais personne n'a couru pour la consoler, ni le juge, ni le médiateur, ni même son fiancé. D'ailleurs, lui est parti sans dire un mot. Peut-être qu'il pensait pouvoir l'aider à retrouver une sorte de rédemption publique, ou que c'était un projet de sauvetage, ou qu'ils obtiendraient la garde pour fonder une famille ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est fini. Le tribunal lui a laissé la possibilité de réessayer dans 2 ans, mais à condition de remplir 3 exigences. Une évaluation psychiatrique complète, avec recommandation d'un thérapeute pour un traitement à long terme. Participation à un programme d'éducation parentale agréé par l'État, avec des cours en présentiel, pas seulement des modules en ligne. Preuve concrète et vérifiable de stabilité à long terme, emploi, logement, et absence de comportement instable. Et surtout, des tentatives régulières de contact supervisés, approuvées par le tribunal, et via les canaux légaux appropriés. En résumé, elle va devoir reconstruire tout ce qu'elle a détruit, mais cette fois, correctement. Je suis sorti de cette salle d'audience avec l'impression de pouvoir enfin respirer. Mon fils était à la crèche, en train de rire, de jouer, de vivre sa vie. Et maintenant, je sais qu'il est protégé légalement, émotionnellement et physiquement, contre toutes les illusions qu'elle pensait pouvoir imposer. Mais apparemment, pour elle, ce n'était pas encore la fin. Ce même soir, elle est revenue chez moi. J'ai entendu frapper à la porte peu après 21h. Je n'attendais personne. En regardant par la fenêtre, je l'ai vue, et j'ai eu la nausée. Elle tenait encore la même peluche qu'elle avait apportée à la médiation, celle qu'elle avait voulu offrir à notre fils comme si cela pouvait effacer 2 ans d'abandon. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai simplement éteint les lumières du porche et j'ai attendu. Elle est restée assise là, sur ma véranda, pendant 2 heures, dans le froid. Plus tard, quand je suis allé vérifier, elle était partie, mais elle avait laissé un mot accroché à la porte. Le mot disait : « J'ai tout perdu à nouveau. Je ne suis pas venu pour me battre, je voulais juste prendre mon fils dans mes bras une dernière fois. » Cette phrase, une dernière fois, a tourné en boucle dans ma tête, parce qu'en réalité, elle a déjà eu sa dernière fois. Elle a fait ce choix le jour où elle a fait ses valises et quitté la maison, sans même dire au revoir.
Quel gâchis! J'ai montré le mot à mes parents. Ils ont appelé la police. Un rapport a été établi, mais elle était déjà repartie quand ils sont arrivés. Mon avocat est déjà en train de préparer une ordonnance restrictive. Ainsi, si elle revient, la police pourra agir immédiatement. Ma porte ne sera pas le théâtre de ses regrets. Cette époque est révolue. J'ai changé de numéro. Mon fils a maintenant 5 ans. Il est drôle, bruyant, avec un grand rire et une passion un peu folle pour les dinosaures, mais bon, beaucoup d'enfants ont ça. Il dort toute la nuit, la plupart du temps. Il connaît par cœur son histoire du soir et me corrige si je me trompe d'un mot. Il ne se souvient plus d'elle. Et il ne pose plus de questions. Aujourd'hui, il est entouré de gens qu'il aime, mes parents, ses professeurs, même mes collègues qui lui laissent parfois des petits cadeaux ou goûters, juste pour lui faire plaisir. Il grandit dans un monde où il est aimé tous les jours. Et c'est ça qui compte. J'ai commencé à sortir à nouveau, même si je vais doucement. Je ne présente personne à mon fils. J'ai appris cette leçon à la dure. Mais j'avance, un pas après l'autre. Je ne sais pas à quoi ressemble sa vie aujourd'hui. Je me fiche de savoir si elle est restée avec son fiancé, si elle est seule, si elle poste des messages dramatiques sur Facebook pour raconter sa douleur. Rien de tout ça n'a plus d'effet sur moi. Nous allons bien. Concernant les poursuites pour abandon, je n'ai jamais obtenu d'aveu clair de sa part, c'est ma parole contre la sienne. Mais mon avocat continue de s'en occuper. La prochaine étape est une plainte pour abandon, puis une autre pour pension alimentaire passée et future. Je n'ai pas besoin de son argent. Mais je ne vais pas non plus laisser tout ce qu'elle a fait passer comme si de rien n'était. Une partie de moi aurait préféré qu'elle disparaisse pour de bon. Mais on dirait qu'elle veut juste continuer à faire du mal, et que ce qu'elle a fait il y a 2 ans ne lui suffit pas encore. Mise à jour 5. Pendant tout ce temps, j'ai hésité, est-ce que je devais faire de petites mises à jour? Écrire dans les commentaires? Ajouter des notes en bas de page? Ou attendre d'avoir une vraie conclusion, une sorte de fin, peu importe le mot qu'on choisit, pour enfin revenir poster ici? Finalement, j'ai choisi la dernière option. Alors voilà tout ce que j'ai voulu écrire et que j'ai gardé en moi jusque-là. Par exemple, ma sœur avec qui je ne parle plus, et je pense que ça ne changera pas. Je suis encore en colère contre elle, mais visiblement, elle aussi est en colère contre moi. Non contente de ce qu'elle a fait, elle pense qu'elle a le droit de me voir comme le méchant de l'histoire, sous prétexte que je suis, selon elle, une personne irrationnelle. Mes parents ont aussi réduit les contacts avec elle. Je n'avais pas mentionné ça dans les précédentes mises à jour, à cause de tout le chaos juridique, mais mes parents et elle ont eu plusieurs disputes très sérieuses. Elle pense que ce n'était pas si grave, et que je devrais donner une chance à mon ex de voir son fils, alors que mes parents pensent exactement le contraire. D'après ce que je sais, mon ex a annulé ses fiançailles ou peut-être que c'est son fiancé qui a rompu, je ne sais pas. J'ai appris ça parce que ma sœur l'a dit à mes parents, en essayant de faire passer mon ex pour une pauvre victime dont la vie aurait été ruinée par ma soi-disant obstination, parce que maintenant, en plus de ne pas voir son fils, elle a aussi perdu son fiancé. Eh bien, ma chère sœur, je m'en fiche complètement. La prochaine fois, essaie de donner un conseil un peu plus responsable, peut-être plus maternel, et tu aurais évité de te faire retirer de l'héritage. Nous avons conclu la procédure judiciaire, et le résultat a été aussi positif que possible. Ce n'est pas que je sois heureux d'avoir gagné, cet argent ne va pas changer ma vie, mais je n'allais pas laisser une femme manipulatrice, menteuse, capable d'abandonner son propre enfant et assez égoïste pour revenir uniquement dans le but de satisfaire ses désirs sans tirer sans conséquence. Je sais que certaines personnes vont me voir comme le méchant. Certaines m'ont déjà jugé dans la mise à jour précédente. À celle-là, je pose une question. Vous pensez vraiment qu'elle voulait être mère maintenant? Vous croyez qu'elle a fait le moindre effort pour voir son fils par les voies légales? La réponse est un énorme non. Elle ne s'est jamais souciée de lui. Elle s'est simplement réveillée un jour, s'est dit que sa vie avait besoin d'un enfant, et s'est souvenue qu'elle en avait un. Rien de ce qu'elle a fait n'était pour son bien-être, tout était pour ses propres désirs égoïstes. Elle était égoïste à l'époque. Elle l'est toujours. Et peu importe ce que les gens peuvent dire pour la défendre, adoucir son image ou essayer de retourner l'histoire pour faire de moi le coupable, ça ne change rien. Mais je ne vais pas non plus aller à l'extrême inverse et suivre les conseils les plus radicaux, comme faire en sorte que mon fils appelle ma compagne actuelle, maman. Ils se sont déjà rencontrés et s'entendent bien. Je fais en sorte que leur relation soit saine,
parce que c'est important qu'il puisse l'accepter. Mais le forcer à l'appeler « maman », ce serait franchir une limite. J'ai toujours fait en sorte de protéger mon fils, et je ne vais pas le mettre dans une situation inconfortable juste pour me sentir vengé. Il ne se souvient pratiquement plus de sa mère, donc dans les faits, rien ne change. Et oui, j'ai déjà parlé avec lui de sa mère et honnêtement, il n'a pas montré beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas s'il est encore trop jeune pour tout comprendre et qu'il posera plus de questions plus tard, ou s'il ne s'en soucie tout simplement pas. Mon ex pourra toujours tenter à nouveau, ce sera possible en 2026, une fois les 2 années écoulées comme le stipule le jugement. Est-ce qu'elle essaiera? Aucune idée. Tout comme la possibilité que j'ai évoquée dans la mise à jour précédente. Pour l'instant, rien n'a changé, et rien ne semble prêt à changer. Donc, le résultat sera probablement le même que la dernière fois. Et si c'est le cas, et que vous n'entendez plus parler de moi, alors voici mon remerciement final. Merci d'avoir lu tout au long de ces semaines. Vous n'avez aucune idée de combien vous m'avez aidé, même sans qu'on ne se voie en face à face. Vous avoir ici, à me soutenir, ça a tout changé. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire nous rappelle à quel point il est essentiel de protéger un enfant des personnes qui ne reviennent que lorsqu'elles en ont besoin. Le protagoniste a été jugé, même par sa propre famille, mais il est resté concentré sur l'essentiel, le bien-être de son fils. Il n'a pas agi par vengeance, mais par responsabilité. Et au final, la justice l'a reconnu. Que cela nous serve de leçon, être parent, ce n'est pas seulement donner naissance, c'est être là, c'est protéger, c'est ne pas abandonner. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. À très bientôt.